は左側です。新幹線、東海道線、横須賀線、総武快速線、京葉線、地下鉄などの地点はお乗り換えです。The next station is Tokyo G11. The doors on the left side will open. Please change here for the Shinkansen, the Tokaido Line, the Yokosuka Line, the Soto Line Rapid Service, the Keio Line, and the Marunouchi Subway Line. この電車は山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。This is the Yamanote Line train bound for 品川 at 渋谷。The next station is 有楽町。Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Bonjour! Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, attendez, je vais mettre un peu de musique. Hop, on remet la musique. Voilà. Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon événement, de mon event 3 Days Redebut pour fêter ma reprise de stream sur Twitch. Donc voilà, on arrive au dernier jour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les deux précédents jours. Samedi, je vous avais fait découvrir le clic solidaire ainsi que les moteurs de recherche solidaires pour aider les associations gratuitement. Ensuite, l'après-midi ou le soir, je sais plus, on avait joué à un jeu qui est un peu une copie de Animal Crossing mais avec des princesses qui s'appelait Pretty Princess Garden Iceland, un truc du genre. C'était super mimes, j'avais kiffé. Je vais certainement continuer le jeu en stream et hors stream parce que je pense que ça va être un jeu que je vais adorer. Et hier, dimanche, on avait joué au tout début de l'après-midi sur mon jeu mobile préféré qui s'appelle Chat Pacha Club en français ou en anglais c'est Kitty Cat Resort. C'est un jeu mobile où on a une île. Oh, merci Big Bye 50. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Merci. Merci pour le raid, bonjour. Bah, installe-toi, bonjour à toi, et puis bonjour tout le monde. Et donc là, je faisais un petit récap de ce que j'avais fait pour mon événement 3 Days Redebut. Donc c'était un petit événement de 3 jours de stream d'affilée que j'ai fait pour fêter ma reprise de stream sur Twitch. Et là, donc, on est au 3e jour. Et je racontais un petit peu ce que j'avais fait durant les 2 premiers jours. Et donc, on en était au 2e jour où j'avais joué à mon jeu mobile préféré qui s'appelle Chat Pacha Club. Où en fait, c'est un jeu où on a une île.
Et sur cette île, on a des chats. Et puis, on peut décorer son île. On peut donner des costumes et costumer nos chats. Et le but, c'est du coup de faire grandir l'île, de faire évoluer l'île et de faire aussi évoluer le level de ces chats qu'on a sur notre île. Donc voilà, c'est un petit jeu mobile que je fais depuis des mois et que je suis accro. Et, et donc, après, là, dans l'après-midi, on avait joué à A Story of Season. Yo, Big Bye 50, yo. Salut. Et donc, hier après-midi, on a joué à A Story of Season, A Wonderful Life, qui est en fait... alors, je sais pas si c'est un portage, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un portage, mais en fait, c'est le même jeu que j'avais joué quand j'étais petite sur GameCube. À l'époque, ça s'appelait Harvest Moon. Et là, sur Switch, ils l'ont visiblement fait un portage ou quelque chose du genre. Et en fait, c'est exactement la même histoire, les mêmes personnages, etc. du jeu GameCube. Mais là, c'est sur Switch. Bonjour, Morton Zoomjay. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et donc voilà, hier on a commencé notre aventure sur Story of Season, A Wonderful Life, qui est la version Harvest Moon sur Switch. Et c'était super sympa, j'avais bien aimé. Je vais donc, comme le jeu que j'avais fait samedi, continuer le jeu sûrement en stream et hors stream, parce que voilà, je joue aussi à des jeux hors stream, faut bien. Et puis donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernier jour de 3 jours de stream consécutifs. On se retrouve aujourd'hui pour de la lecture, puisque j'adore la lecture. Aujourd'hui, on va parler d'un roman qui a fait le buzz sur Twitter. On va passer tout de suite sur la scène, hop, sur mon autre scène où on va voir ça. Hop, je fais la transition. Et donc, on va parler aujourd'hui de ce tweet. Ce tweet qui a fait littéralement le buzz sur Twitter au mois de mai. Si je me souviens bien, au mois de mai cette année. Donc, c'est, comme vous le voyez, le livre qui s'appelle, donc en anglais, c'est This is how you lose the time war. Et en français, c'est Les oiseaux du temps. Ça a été traduit par Les oiseaux du temps. Et donc en mai dernier, ce tweetos qui s'appelle Bigolas Dicolas Wolfood @maskofbun a fait ce tweet un peu énigmatique qui disait "Read this, do not look up anything about it, just read it. It's only like 200 pages, you can download it on Audible, it's only like 4 hours, do it right now, I'm extremely serious." Donc c'était un peu un tweet énigmatique, enfin énigmatique, c'était vraiment, on voyait que la personne était à fond dans le truc. Et ça a très très vite pris de l'ampleur en fait. Et le tweet a eu, je sais plus moi, des milliers, voire des... Alors je sais pas si c'est des millions, mais en tout cas des milliers de likes et de retweets, etc. Ça a vite fait le buzz. Et ce qui a eu pour conséquence, en fait, que ce livre a comment dirais-je, tout simplement a explosé. Ses ventes ont explosé. Il a eu un regain de popularité et de ventes astronomiques. On peut voir, hop, j'avais déniché un article. Je vais mettre ça, hop, juste ici, par-dessus, hop. Donc c'était un article du site web Anime Trending, donc qui nous disait ça. Thanks to a viral tweet by Bigolas Dicolas Wolfood, Amar El Motar and Max Gladstone. Je suis désolée si j'écorche les noms, hein, mon anglais n'est pas parfait. 2019 science fiction novel This is how you lose this time war has enjoyed a renewed critical and financial success over the past few days. Donc grâce au tweet viral qui est devenu viral de ce cher Bigolas Dicolas Wolfood, le roman de science-fiction qui date de 2019 des auteurs Amal El Motar et Max Goldstone
a donc un succès, le renouvellement de son succès critique et financier depuis les quelques derniers jours. Donc ils disent as of today, their tweet has amassed over 11 000. Je sais plus comment on dit les nombres en anglais, hein, je suis désolée. As of today, their tweet has amassed over 11 000 retweets and 1124 likes and 10.2 million views. This is how you lose the Time War has also become a bestseller on Amazon as a result of the viral tweet, rising as a second place in the science fiction category and third place in print book. Donc grâce à ce tweet qui a fait le tour de Twitter, qui est devenu viral, ce livre est devenu donc a été en tête du top mondial. Donc il a pris la 2e place dans la rubrique science-fiction et il a pris la 3e place dans la rubrique des livres imprimés. Et donc pendant plusieurs jours et voire je crois plusieurs même semaines, ce livre battait des records vraiment incommensurables puisque ce tweet a pris vraiment de l'ampleur, est devenu viral. Et grâce à ce tweet, eh ben, le livre qui peut-être était un peu oublié, eh ben, s'est refait une jeunesse et tout le monde a redécouvert ce livre-là. Et donc grâce à ce tweet, pardon, le livre est devenu donc top 2 de la catégorie science-fiction sur Amazon, top 2 des ventes et top 3 des ventes sur Amazon pour les livres imprimés. Et je trouvais ça vraiment hallucinant de voir la puissance d'un tweet sur Twitter qui peut devenir vraiment viral au niveau mondial et qui peut apporter le succès, un tel succès à un livre. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et aujourd'hui, eh ben, je voulais commencer la lecture de ce livre avec vous pour vous le faire découvrir. Je ne l'ai pas encore lu, c'est vraiment ça va être une totale découverte avec vous. Et voilà, je voulais qu'on commence à lire ce livre ensemble, les quelques premiers chapitres pour vous le faire découvrir, et puis peut-être que ça vous donnera envie de poursuivre la lecture de votre côté, d'acheter ce livre et de continuer votre lecture de votre côté et de le terminer et de connaître la fin. Donc voilà, ce que je fais ici, c'est un peu de la lecture de premier chapitre pour vous donner un avant-goût. Et ensuite, si vous voulez acheter ce livre par vous-même et puis continuer, poursuivre votre lecture et connaître la fin, je vous invite à le faire. Donc, on va déjà lire un petit résumé. Enfin, résumé, non, le synopsis, comme on appelle ça. Les oiseaux du temps. Hop. Je vais vous voir s'il y a un petit résumé quelque part par là, s'il vous plaît. Ah, attendez, il y a mon avatar qui bug. Hop, voilà, excusez-moi. Donc, hop, je vais vous lire donc le petit résumé que je trouve là sur internet vite fait, histoire de vous donner un petit avant-goût, et ensuite on va commencer à la lecture. Donc le résumé, le petit synopsis, bleu et rouge, 2 combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle s'engagent dans une correspondance interdite à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres, ne pouvant être lues qu'une seule fois, deviennent peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs rêves. De leurs échanges naîtra un amour fragile et dangereux qu'il leur faudra préserver envers et contre tous. Les Oiseaux du Temps fait partie de ces romans inoubliables qui nous ressourcent et nous rappellent avec douceur et justesse que l'humanité, l'altérité et l'amour sont les réponses universelles à nos besoins essentiels. Voilà le petit synopsis. Donc c'est parti, let's go! Hop, hop. Et attendez. Tac, tac. On est good là? Tac. Let's go! Ouais, voilà. On y est. On y est. Juste 2 secondes, je règle un truc sur mon OBS.
Hop, 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 hop. Alors, c'est parti. Hop, donc là je l'ai en format donc e-book, PDF. Voilà. Et bien sûr, je vous invite à acheter la version papier si vous pouvez. C'est juste que moi, en fait, je commence à avoir beaucoup trop de livres dans ma bibliothèque. Et du coup, maintenant, depuis quelques années, je commence à privilégier les formats PDF. Ou e-book en tout cas, que je puisse lire soit sur mon portable, soit sur ma tablette, parce que tout simplement mes étagères commencent à être remplies et malheureusement comme je n'ai pas encore mon chez moi, je suis encore, j'habite avec ma famille et donc l'espace est un peu restreint on va dire. Donc je peux pas me permettre d'acheter 10 millions de livres en version papier et de les entreposer dans une bibliothèque parce que je n'ai tout simplement pas la place pour l'instant. Donc j'attends d'avoir mon chez moi, mon propre appartement ou ma propre maison pour pouvoir continuer à m'acheter des livres en version physique, en version papier. Mais là, comme je ne peux pas, je privilégie donc depuis quelques années les livres en version format e-book, EPUB, PDF, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, Les Oiseaux du Temps par Amal El Mottar et Max Gladstone, roman lauréat des prix Hugo, Nebula et Locus, et traduit de l'anglais par Julien Pétan. C'est parti. À toi, PS, oui, toi. J'adore les petits mots qui laissent les auteurs au tout début de leur livre. Alors c'est parti. Je vais juste un petit chouïa baisser la musique. Je sais pas trop si... Ça devrait être bon là je pense. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte ou trop basse. Voilà, je mets une petite musique d'ambiance histoire de... voilà. Donc c'est parti. Alors. Quand Rouge gagne, il ne reste qu'elle. Le sang nappe ses cheveux. Elle exhale de la vapeur dans la dernière nuit de ce monde mourant. C'était amusant, songe-t-elle, mais cette pensée la gêne aux entournures. C'était propre, au moins. Remonter les fils du temps vers le passé pour s'assurer que personne ne survivrait à cette bataille et ne contrarierait les futurs prévus par son agence, des futurs dans lesquels l'agence règne, dans lesquels Rouge elle-même est possible. Elle est venue nouer ce brin d'histoire et le brûler jusqu'à ce qu'il fonde. Elle tient un cadavre qui a été un homme, les mains gantées par ses entrailles, les doigts serrés sur l'alliage métallique de son épine dorsale. Elle lâche prise et l'exosquelette cliquette contre la pierre. Une technologie grossière, antique, bronze contre uranium appauvri. Il n'avait aucune chance. C'est la finalité de Rouge. Après une mission plane un silence grandiose, définitif. Ses armes et son armure se replient en elle comme des roses au crépuscule. Une fois que les plans de pseudopo ont repris leur place et guéri, que la matière programmable de ses vêtements s'est rétissée, Rouge ressemble de nouveau vaguement à une femme. Elle arpente le champ de bataille, cherchant, vérifiant. Elle a gagné. Oui, elle a gagné. Elle est certaine d'avoir gagné, n'est-ce pas? Les deux armées gisent, mortes. Deux grands empires ont fait naufrage ici, chacun perçant de son écueil la coque adverse. C'est pour ça qu'elle est là. D'autres s'élèveront sur leurs cendres, plus adaptées au dessein de son agence. Et pourtant, il y avait quelqu'un d'autre sur le terrain. Pas un rampant, comme ces cadavres embourbés dans le temps qui jonche son chemin, mais un véritable adversaire, quelqu'un de l'autre camp. Peu d'agents, tels que Rouge, auraient senti cette présence contraire, mais elle est patiente, solitaire, prudente. Elle a préparé cet affrontement. Elle l'a visualisé, en amont comme en aval. Quand les vaisseaux n'étaient pas à l'endroit prévu, quand les capsules de sauvetage n'ont pas été éjectées au moment prévu, quand certaines fusillades se sont produites avec 30 secondes de retard, elle l'a remarqué. 2 fois, c'est une coïncidence.
3 fois, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais pourquoi? Rouge a atteint son objectif ici, se dit-elle. Toutefois, les guerres regorgent de causes et d'effets, de calculs et d'étranges attirances, a fortiori les guerres dans le temps. Une vie épargnée peut compter davantage pour l'autre camp que tout le sang qu'a fait couler Rouge aujourd'hui. Une fugitive devient reine, scientifique ou pire, poète. Son enfant le devient, ou un contrebandier avec qui elle échange son blouson dans un spatioport lointain. Et tout se sent pour rien. Tuer devient plus facile avec le temps, en matière de technique, de mécanique. Mais pour Rouge, avoir tué, non. Les autres agents ne vivent pas les choses de la même manière, ou s'en cachent mieux. Cela ne ressemble pas aux émissaires de jardin de croiser ainsi Rouge sur le même terrain, au même moment. Elle préfère généralement les ombres et les certitudes. Cependant, l'une d'elles en serait capable. Rouge la connaît, bien qu'elle ne se soit jamais rencontrée. Chaque émissaire a sa signature. Elle a identifié des schémas récurrents. Audace, prise de risque. Elle se trompe peut-être, c'est rarement le cas. Attendez. Hop. Alors, son ennemi se délecterait d'un tel tour de magie. Détourner à ses fins le grand œuvre macabre de Rouge. Mais elle n'a pas assez d'éléments pour étayer ce soupçon. Elle doit trouver des preuves. Alors, elle erre sur le charnier de sa victoire, cherchant les graines de sa défaite. Une secousse agite le sol. Ne l'appelez pas Terre. La planète meurt. Les grillons stridulent. Les grillons survivent, pour l'instant, parmi les vaisseaux écrasés et les corps brisés de cette plaine délinquescente. Une mousse argentée dévore le métal. Des fleurs violettes étouffent les fusils silencieux. Si la planète survit assez longtemps, les vignes qui poussent dans les bouches des morts porteront des fruits. Mais ce monde ne survivra pas, et elles ne porteront rien. Sur une bande de sol dévastée, Rouge trouve la lettre. Elle n'est pas à sa place. Ici, il ne devrait y avoir que des corps entassés entre les épaves d'appareils qui naviguaient naguère parmi les étoiles. Ici, il ne devrait y avoir que la mort, la boue et le sang d'une opération réussie. Des lunes en désintégration dans le ciel, des vaisseaux embrasés en orbite. Pas une feuille de papier couleur crème, vierge hormis quelques mots tracés d'une main traînante. Détruire avant lecture. Rouge aime ressentir des choses. Par fétichisme, elle ressent maintenant de la peur, de l'impatience. Elle avait raison. Elle scrute les ombres, cherchant son chasseur, sa proie. Elle perçoit les infras et les ultrasons. Elle se languit d'un contact, d'un nouveau combat, plus valeureux. Mais elle est seule avec les cadavres, les éclats et la lettre laissée par son ennemi. C'est un piège, bien sûr. Les vignes s'enroulent dans les orbites, s'entortillent dans les hublots brisés. Il neige des flocons de rouille. Du métal grince sous la pression avant de céder. C'est un piège. Un poison serait un peu grossier, mais elle n'en flaire aucun. Un ousvirus dans le message peut-être, destiné à subvertir ses pensées ou à la rendre simplement suspecte aux yeux de commandante. Peut-être que si elle lit cette lettre, elle sera enregistrée, compromise et soumise à un chantage pour devenir un agent double. L'ennemi est insidieux. Il ne s'agit peut-être que du gambit d'ouverture d'une stratégie au long cours. Mais, en lisant cette lettre, Rouge prend le risque d'être découverte, de déclencher l'ire de commandante, de passer pour une traîtresse, malgré sa loyauté sans faille. Le plus sage, le plus prudent, serait de partir. Cependant, la lettre est un gant jeté à son visage, et Rouge veut savoir. Elle trouve un briquet dans la poche d'un soldat mort. Les flammes se reflètent au fond de ses yeux, des étincelles s'élèvent, des cendres retombent. Des lettres se forment sur le papier, de la même écriture traînante. La bouche de Rouge se tord, un sourire narquois, un masque, la grimace d'un chasseur.
La lettre lui brûle les doigts, tandis que la signature apparaît. Rouge laisse s'échapper les braises. Puis elle part, ayant à la fois réussi et raté sa mission. Elle grimpe en aval, en direction de chez elle, du futur tressé que son agence modèle et protège. Aucune trace d'elle ne subsiste, hormis les cendres, les ruines et les millions de morts. La planète attend sa fin. Les vignes sont vivantes, certes, comme les criquets, mais il n'y a plus personne pour les contempler, à part des crânes. Des nuages noirs menacent, des éclairs se ramifient, et le champ de bataille devient monochrome. La terre gronde. La pluie va tomber ce soir, recouvrir le sol vitrifié, si la planète survit assez longtemps. Les braises de la lettre s'éteignent. L'ombre d'un croiseur échoué remue. Son vide s'emplit. Une fouilleuse émerge de cette ombre, accompagnée d'autres ombres. Sans un mot, la fouilleuse contemple les dégâts. Elle ne pleure pas. Ça, c'est une évidence. Elle circule parmi les épaves, enjambe les corps, professionnellement. Elle décrit une spirale, s'assurant avec une expertise issue de l'expérience que personne ne l'a suivie dans les chemins silencieux qu'elle a empruntés pour atteindre cet endroit. Le sol tremble et se fissure. Rouge tend le bras vers ce qui fut une lettre, s'agenouille, remue les cendres. Une étincelle s'envole, qu'elle attrape dans sa main. Dans une bourse sur son flanc, elle puise une fine plaque blanche, la glisse sous les braises froides qu'elle répartit finement sur la surface. Retire son gant, s'en taille le doigt. Un sang arc-en-ciel s'écoule, éclabousse le gris. Elle mélange son sang aux cendres, forme une pâte, la pétrit, l'étale. Tout autour d'elle, le déclin se poursuit. Les cuirassés se transforment en tertre moussu. Des grands canons s'affaissent. Elle applique des lumières scintillantes et d'étranges sons. Elle plisse le temps. Le monde se déchire en son centre. La cendre devient une feuille de papier, dont le haut est couvert de lignes manuscrites, tortueuses, tracées à l'encre saphir. Cette lettre est destinée à être lue une fois, puis détruite. Dans les instants qui précèdent la fin du monde, elle la relit. Waouh! Déjà, on va dire premier chapitre, ça envoie, hein? Eh ben. Allez, on va boire un petit peu. Et je vais continuer. Alors, c'est parti. Contemplez mon œuvre, ô puissant et désespéré. Une petite plaisanterie. Fais-moi confiance, j'ai pris en compte toutes les variables de l'ironie. Néanmoins, je suppose que si tu n'es pas familière des poèmes du début du 19e siècle, du Brin 6, qui reviennent trop souvent au sommaire des anthologies, je suis le dindon de la farce. J'espérais que tu viendrais. Qu'est-ce te demandes-tu sûrement. Mais pas qui est-ce, me dis-je. Tu sais, tout comme moi, depuis que nos regards se sont croisés durant cette regrettable affaire sur Abrogast 882, que nous avons un compte à régler. Je dois t'avouer que je suis de plus en plus imprévoyante. Lassée même de la guerre. Les interventions effrénées de ton agence en aval et en amont, les plantations et les tailles patientes de jardin au plus profond de la tresse du temps. Votre force irrésistible est notre objet immuable, moins un jeu de go qu'une partie de morpion, dont l'issue est déterminée par le premier coup, qui se réitère sans fin jusqu'à la scission, où nous bifurquons vers un possible chaotique, instable. L'avenir que nous cherchons chacune à assurer aux dépens de l'autre. Et puis, tu es arrivé. Mes marges de manœuvre ont disparu. J'ai dû m'investir pleinement dans des mouvements devenus machinaux. Tu as apporté une certaine profondeur à la vitesse de ton camp, une sorte de puissance durable, m'obligeant à fonctionner de nouveau à plein régime. Tu as intensifié tes efforts pour faire triompher ton changement, et ce faisant, m'a revigoré. Tu trouveras ma gratitude tout autour de toi. Je dois te dire que j'ai grand plaisir à t'imaginer,
lisant ces lignes parmi les langues et les vrilles des flammes, tant que tes yeux puissent les déchiffrer à rebours. À la place, tu dois les absorber, les laisser pénétrer ta mémoire. Pour te les rappeler, tu dois chercher dans tes pensées ma présence qui se mêle à elles comme la lumière dans l'eau. Pour rapporter mes paroles à tes supérieurs, tu dois admettre avoir été infiltré, dommage collatéral de ce jour malheureux. C'est ainsi que nous gagnerons. Je n'ai pas uniquement l'intention de fanfaronner, je veux que tu saches que je respecte ta tactique. L'élégance de ton travail rend cette guerre moins vaine. À ce sujet, l'hydraulique de ton Gambit à front sphérique était vraiment superbe. J'espère que tu seras heureuse d'apprendre que tout cela sera complètement digéré par nos broyeurs. Ainsi, notre prochaine victoire contre ton camp contiendra une petite partie de toi. Et te souhaitant plus de chance la prochaine fois. En te souhaitant plus de chance la prochaine fois. Affectueusement, Bleu. Ça, c'est la lettre que elle a. À l'intérieur d'une machine à IRM, de l'eau bout dans un bocal. Bleu l'observe, songeant qu'il vaut mieux se méfier de celle qui dort. Quand Bleu gagne, soit à chaque fois, elle passe à la suite. Elle savoure ses victoires rétrospectivement, entre les missions, ne se les remémore que durant ses voyages, en amont, vers le passé stable, ou en aval, vers le futur effiloché, comme les vers d'une poésie que l'on affectionne. Elle peigne ou noue les fils du temps, avec la finesse ou la brutalité requise, puis s'en va. Elle n'a pas pour habitude de traîner, car elle n'a pas pour habitude d'échouer. La machine à IRM se trouve dans un hôpital du XXIe siècle, étonnamment vide. Évacuée, constate Bleu, mais qui n'a jamais rien eu de remarquable, niché dans le cœur vert d'une forêt traversée par des frontières. L'hôpital était censé être plein. La mission de Bleu consistait en une délicate opération d'infection. Un docteur en particulier devait s'intéresser à une nouvelle souche de bactéries, afin de poser les bases d'une distorsion de son monde qui s'éloignerait ou le rapprocherait de la guerre biologique, en fonction de la manière dont l'autre camp répondrait à cette offensive de jardin. Mais l'occasion s'est évanouie, la brèche s'est refermée, et la seule chose que Bleu a trouvée, c'est un bocal dont l'étiquette indique « Lire en portant à ébullition ». Alors, elle attend, près de la machine à IRM, et songe au supplice de la symétrie qui enregistre les mouvements aléatoires de la peau. Les os magnétiques posés comme des lentilles sur la face thermodynamique de l'univers, qui consignent chaque expansion, chaque éclatement de molécules avant qu'il ne survienne. Une fois que la machine a fini de traduire en chiffres la température du liquide, Bleu prend le compte-rendu de sa main droite et de la gauche insère la clé dans la serrure de la feuille recouverte de lettres. Elle lit et ouvre de grands yeux. Elle lit et les données viennent plus difficiles à extraire de l'intérieur de son poing serré. Mais elle rit aussi, et le bruit se répercute dans les couloirs vides de l'hôpital. Elle n'a pas l'habitude d'être frustrée. Quelque chose la démange, même pendant qu'elle médite sur la manière de transformer cet échec en opportunité. Bleu déchiquette la feuille et le texte crypté, puis saisit une barre à mine. Dans son sillage, une fouilleuse entre dans la pièce dévastée, trouve la machine à IRM, s'y introduit. Le bocal d'eau a refroidi. Elle fait couler le liquide tiède dans sa gorge. Parti. Mon Bleu, si insidieux. Comment commence-t-on ce genre de choses ? Cela fait bien longtemps que je n'ai pas engagé une conversation. Nous ne sommes pas aussi isolés que toi, pas autant enfermés dans notre propre tête. Nous pensons publiquement. Nos notions s'informent, se corrigent, s'étendent, évoluent. Et c'est pour cela que nous gagnons. Même durant les entraînements, les autres cadets et moi nous connaissons comme l'on connaît un rêve que l'on a fait enfant.
J'ai salué des camarades que je pensais n'avoir jamais rencontrés pour découvrir que nos chemins s'étaient croisés dans un coin étrange du cloud, avant que nous n'ayons fait connaissance. Du coup, je ne suis pas trop douée pour la correspondance. Cependant, j'ai scanné assez de livres et indexé suffisamment d'exemples pour m'essayer à l'exercice. La plupart des lettres commencent par une adresse au lecteur. Cela étant déjà fait, je peux passer au sujet qui nous intéresse. Je suis désolée que tu n'aies pas pu rencontrer le bon médecin. Elle est importante. Plus précisément, la fille de sa sœur le deviendra si elle leur rend visite cet après-midi et qu'elle discute des motifs récurrents dans le chant des oiseaux. Ce qui aura été fait quand tu liras ces lignes. Les ruses que j'ai utilisées pour qu'elle échappe à ton emprise, une panne de moteur. Un beau jour de printemps, une suite de logiciels trop efficaces et trop bon marché, pour être honnête, que son hôpital a acheté. Il y a 2 ans, et qui permettent au bon docteur de travailler depuis chez elle. Ainsi, nous tressons le brin 6 et le brin 9, et notre glorieux futur de cristal brille si fort que je vais avoir besoin de lunettes de soleil, comme dit le prophète. En repensant à notre dernière rencontre, j'ai préféré m'assurer que tu ne pourrais subvertir un autre rampant, d'où l'alerte à la bombe. Un procédé grossier, mais efficace. J'apprécie ta subtilité. Toutes les batailles ne sont pas grandioses, toutes les armes ne sont pas féroces. Même nous, qui combattons à travers le temps, oublions la valeur d'un mot prononcé au bon moment, d'un bruit dans le bon moteur, d'un clou dans le bon sabot. Il est si facile de détruire une planète que l'on peut négliger la valeur d'un murmure susurré à la neige. S'adresser au lecteur, c'est fait. Parler de nos affaires communes, fait aussi, ou presque. Je t'imagine en train de rire en lisant cette lettre, incrédule. Je t'ai vu rire, je crois, dans les rangs de l'armée, toujours victorieuse, tandis que tes marionnettes incendiaient le palais d'été et que j'y récupérais ce que je pouvais des merveilleux mécanismes d'horlogerie de l'empereur. Tu marchais, hautaine et farouche, dans les couloirs, pourchassant un agent, sans savoir qu'il s'agissait de moi. Alors j'imagine le feu qui miroite sur tes dents. Tu penses t'être introduite en moi, avoir semé des graines ou des spores dans mon cerveau, quelle que soit ta métaphore végétale préférée. Mais ceci est ma réponse à ta lettre. Nous avons désormais entamé une correspondance. Et si tes supérieurs la découvrent, elle déclenchera une série de questions qui te jugera, je pense, importune. Que tu jugeras, je pense, importune. Qui infecte qui? De mon temps, nous savons qu'il n'y a jamais 2 chevaux sans 3. Répondras-tu, instaurant une complicité, poursuivant notre trace écrite autodestructrice, juste pour avoir le dernier mot? Prendras-tu tes distances, laissant ma note dérouler ses mathématiques fractales à l'intérieur de toi? Je me demande ce qui me plairait le plus. Enfin, conclure. C'était amusant. Mes hommages aux vastes membres de pierre sans tronc. Rouge. Je respire un peu. C'est un exercice difficile de lire, hein, on va pas se mentir. Je vais boire un coup d'ailleurs. Hop. Donc, visiblement, la trame du livre, c'est rouge. Donc, description de ce que fait rouge. Ensuite, la lettre de bleu. Ensuite, description de ce que fait bleu. Ensuite, la lettre de rouge. Et je pense que ça va être cette trame jusqu'à la fin du livre. Hop. Alors, c'est parti. J'en étais où? J'en étais là. Rouge cherche son chemin dans un labyrinthe d'ossements. D'autres pèlerins errent ici, portant des tuniques, safran ou brunes, tissées à la main. Des sandales bruissent sur la pierre. Des bourrasques sifflent dans les méandres de la grotte. Demandez aux pèlerins d'où vient le labyrinthe. Leurs réponses sont aussi nombreuses que leurs péchés. Il a été construit par des géants, affirme celui-ci, avant que les dieux ne les tuent.
abandonnant la Terre et son destin aux mortels. Oui, c'est la Terre, bien avant l'âge de glace et les mammouths, bien avant que des universitaires, plusieurs siècles en aval, n'envisagent que la planète ait pu produire des pèlerins ou des labyrinthes. La Terre. Le premier serpent a bâti le labyrinthe, dit un autre, forant le sol pour fuir le jugement du soleil. Il a été créé par l'érosion et la lente puissance de la tectonique des plaques, explique un troisième. Des forces trop grandes pour que nous autres, cafards, puissions les concevoir. Trop lentes pour que nous autres, éphémères, puissions les observer. Ils avancent parmi les morts, sous des chandeliers de clavicules, des rosaces cernées de cages thoraciques. Les circonvolutions des fleurs sont bordées de métacarpes. Rouge ne demande rien aux autres pèlerins. Elle a une mission. Elle fait attention. Elle ne devrait rencontrer aucune opposition en effectuant une si légère torsion, aussi loin en amont. Au cœur du labyrinthe, il y a une caverne. Et bientôt, dans cette caverne, s'engouffrera le vent. Et si ce vent souffle sur les bons os rainurés, un pèlerin interprétera ce hurlement comme un présage qui le conduira à renoncer à ses biens intemporels et à se retirer sur le versant d'une montagne lointaine pour y construire un ermitage. Ermitage qui pourra, dans 200 ans, abriter une fugitive et son enfant pendant une tempête, et ainsi de suite. Faites rouler un caillou et, dans 3 siècles, vous obtiendrez une avalanche. Il n'y a rien de glorieux dans une telle mission, et peu de difficultés tant qu'elle suit son programme à la lettre. Pas même une provocation pour venir la détourner de son chemin. Son adversaire, Bleu, a-t-elle seulement lu sa lettre ? Rouge a apprécié l'exercice. La victoire est savoureuse, mais un triomphe arrogant l'est plus encore. Oser riposter. Depuis, durant chaque opération, elle surveille ses arrières, se déplace en redoublant de prudence, s'attendant à des représailles ou à ce que commandante découvre sa petite désobéissance, la lui fasse payer. Rouge a déjà préparé son excuse. Depuis cette insubordination, elle est plus efficace, plus méticuleuse. Mais aucune réponse n'est venue. Elle s'est peut-être trompée, peut-être qu'après tout, son ennemi s'en fiche. Les pèlerins suivent des guides le long du sentier de la sagesse. Rouge s'en va et emprunte des passages étroits et tortueux dans le noir. L'obscurité ne la dérange pas. Ses yeux ne fonctionnent pas comme des yeux normaux. Elle hume l'air et des analyses olfactives apparaissent fugitivement dans son esprit, formant une piste. Dans un renfoncement spécifique, elle sort de sa sacoche un petit tube qui projette une lumière rouge sur les squelettes alignés à l'intérieur. La première fois, elle ne trouve rien. La deuxième fois, la lumière révèle une bande scintillante qui pulse sur ce fémur, cette mâchoire. Satisfaite, elle place les ossements dans son sac, puis éteint la lumière et s'enfonce plus profondément vers le bas. Imaginez-la dans la nuit noire, invisible. Imaginez ses pas, un par un, qui jamais ne fatigue, jamais ne glisse sur le gravier ou la poussière de la caverne. Imaginez la précision avec laquelle sa tête pivote sur son cou épais, décrivant un arc mesuré d'un côté à l'autre. Écoutez, vous pouvez écouter. Les gyroscopes ronronnaient dans ses entrailles, les lentilles cliquetaient sous la gelée camouflage de ses yeux d'un noir profond. Elle se déplace aussi vite que possible, dans la limite de ses paramètres opérationnels. D'autres lumières rouges, d'autres os qui viennent rejoindre leurs semblables dans le sac. Elle n'a pas besoin de consulter sa montre. Un chronomètre défile au coin de sa vision. Quand elle pense avoir trouvé tout ce dont elle avait besoin, elle descend. Loin en dessous du sentier de la sagesse. Les maîtres de cet endroit sombre ont manqué de cadavres. Les niches demeurent, attendent, peut-être l'arrivée de Rouge. Puis, même les niches finissent par disparaître. Peu de temps après,
des gardes l'assaillent. Les géants, dépourvus d'yeux, élevés par les maîtresses aux dents acérées de ce lieu. Leurs ongles sont jaunes, épais et fissurés. Ils ont meilleure haleine que l'on pourrait s'y attendre. Rouge les brise rapidement et sans bruit. Elle n'a pas le temps d'opter pour une approche moins violente. Quand leurs gémissements se perdent dans le lointain, elle atteint la caverne. Elle sait, à l'écho différent de ses pas, qu'elle a trouvé l'endroit. Lorsqu'elle s'agenouille et tend la main devant elle, elle sent 10 centimètres de sol, puis l'abysse. Des bourrasques glacées lui fouettent le visage, le souffle de la terre ou d'un gigantesque monstre, beaucoup plus bas. Le vent hurle. Le bruit agite les mobiles d'os que les nonnes ont assemblés ici pour se rappeler l'importance de Pour les bruits... Attendez, je reprends la phrase. Les bruits agitent les mobiles d'os que les nonnes ont assemblés ici pour se rappeler l'impermanence de la chair. Les os chantent et tournent, suspendus dans le noir à des ficelles de moelle. Rouge cherche son chemin à tâtons le long du rebord, cherche l'un des gigantesques troncs d'arbres ancrés dans la pierre, auxquels les mobiles sont accrochés. Elle se cale sur le tronc jusqu'à atteindre les ossements d'une nonne pendue là par l'une de ses consoeurs. Le chronomètre au coin de son œil l'informe que le temps est compté. Elle coupe les liens maintenant les vieux ossements avec ses ongles aussi tranchants que le diamant, leur remplaçant de son sac, les accroche un par un à la corde de moelle, accolant crâne et péroné, mâchoire et sternum, coccyx et appendice xiphoïde. Le compte à rebours s'égrène. 7, 6. Elle forme rapidement les nœuds à l'aveugle. Ses membres l'informent qu'il souffre. Ses membres l'informent qu'il souffre aux endroits où elle est accrochée à cet antique tronc au-dessus d'un vide insondable. 3, 2. Elle lâche les os dans le gouffre. 0. Une bourrasque fend la terre, rugit dans les ténèbres. Rouge serre le tronc pétrifié, plus ardemment qu'une amante. Le vent culmine, hurle, secoue les ossements. Une note nouvelle vient couvrir le cliquetement réveillé par le vent de la caverne qui souffle à travers les trous précis que Rouge a percés dans les éléments osseux de son mobile. La note s'amplifie, change, enfle, devient une voix. Rouge écoute, les dents serrées, arborant une expression qu'elle-même ne saurait déchiffrer. De la stupeur, oui, de la fureur aussi. Et quoi d'autre ? Elle scanne la caverne obscure, mais ne détecte aucune signature thermique, aucun mouvement. Pas de signal radar, pas de rayonnement électromagnétique ou de traînée de condensation, évidemment. Elle se sent glorieusement vulnérable, prête pour le coup de grâce ou le moment de vérité. Trop vite, le vent meurt et la voix avec lui. Rouge jure dans le silence, se souvenant de l'époque où elle est. Elle invoque les dieux locaux de la fertilité et les voue à d'inventives... Elle invoque les dieux locaux de la fertilité et les voue à d'inventives formes de copulation. Puis, ayant épuisé son arsenal d'invectives, elle grogne et crache dans l'abysse. Après tout cela, comme cela a été prédit, elle rit, frustrée, amère, mais percevant néanmoins le comique de la situation. Avant de partir, Rouge scie la branche à laquelle elle a suspendu les os. Le pèlerin qu'elle voulait façonner a disparu. L'ermitage ne sera pas construit. Désormais, elle va devoir réparer de son mieux les dégâts. Les os abandonnés dégringolent, tombent. Mais ne vous inquiétez pas, la fouilleuse s'en saisit avant qu'il ne touche le sol. Waouh! Vraiment, c'est poignant, hein? Vraiment, ça prend dans les tripes. C'est super bien écrit. C'est poétique, c'est... Waouh! Je bois un coup 2 secondes.
Vraiment, je m'attendais pas à ça. Bah écoutez, on continue. Ma chère rouge, au croc ensanglanté. Tu avais raison, j'ai ri. Ta lettre était fort bienvenue. J'ai appris beaucoup de choses. Puis imaginé le feu luisant sur mes dents. Connaissant l'attention extrême que tu portes aux détails, je me suis dit qu'il fallait pimenter un peu les choses. Je devrais peut-être commencer par des excuses. Ceci n'est pas, je le crains, le présage que tu attendais. Pendant que tu écoutes mes paroles, tu devrais réfléchir à qui appartenaient ces os évidés et percés constituant ma lettre. Ce pauvre pèlerin qui aurait pu exister. Pourquoi laisser des traces écrites autodestructrices quand on peut se livrer à une session de gravure tout en détruisant une ressource ennemie et laisser le vent venir chatouiller l'ivoire? Ne t'inquiète pas, il a eu une belle vie. Peut-être pas celle que tu aurais voulu qu'il mène. Malheureux mais utile à la postérité, accueillant les plus faibles, criblant les cartes perforées de l'avenir, une nouvelle vie après l'autre. Au lieu de construire un ermitage, il est tombé amoureux. Il a composé de magnifiques morceaux de musique avec ses amis, a beaucoup voyagé, a tiré des larmes à une impératrice, a fait fondre son cœur, a fait passer l'histoire d'un sillon à un autre. Si je ne m'abuse, le brin 22 croise le brin 56, et quelque part en aval, un bouton a fleuri, gonflé de promesses. Je suis flattée de ton intention soutenue. Je t'assure que je t'ai observé longuement, intensément, pendant que tu assemblais mon petit projet artistique. T'immobiliseras-tu ou te détourneras-tu vivement quand tu te rendras compte que je t'observe? Me verras-tu? Dans le cas contraire, imagine que je te fais signe. Je serai alors trop loin pour que tu puisses distinguer ma bouche. Je plaisante. Quand les vents tourneront, je serai partie depuis longtemps. Tu as quand même regardé, non? Je t'imagine aussi en train de rire, dans l'attente de ta réponse. Bleu. Bleu s'approche du temple, déguisé en pèlerin. Son crâne rasé laisse apparaître les circuits brillants qui s'enroulent autour de ses oreilles et sur sa tête. Ses yeux se doublent de lentilles oculaires. Sa bouche est une traînée d'argent irisé. Ses paupières sont encagoulées de chrome. Elle a, au bout de ses doigts, les touches d'une antique machine à écrire, signe de dévotion au grand dieu Ak. Et ses bras sont cerclés de spires d'or, d'argent, de palladium, qui scintillent d'un éclat vif sur sa peau sombre. Vue d'au-dessus, elles se fond dans la masse dense, impossible à distinguer des milliers de corps qui piétinent lentement en direction du temple. Un puits de forage, au centre d'un vaste pavillon accablé de soleil. Personne n'y entre. La vénérable chaleur qui règne flétrirait leur dieu sur sa vigne de silicone. Mais c'est à l'intérieur qu'elle doit aller. Bleu tapote les touches au bout de ses doigts, l'un contre l'autre, avec la précision d'un ascenseur. A, C, G, D, à l'envers et à l'endroit, séparés, réunis. Le rythme de leur percussion séquence une souche aérienne de programmes malveillants qu'elle cultive depuis plusieurs générations. Un organisme qui déploie ses vrilles invisibles dans le réseau neural de cette société. Inoffensif tant qu'il n'est pas activé. Elle claque des doigts. Une étincelle jaillit. Les pèlerins, les 10 000 pèlerins, s'effondrent en même temps, dans un silence total, formant un immense tas orné. Elle écoute le sifflement et les claquements des circuits en surchauffe dans les cerveaux filigranés, marche paisiblement parmi les pèlerins neutralisés, dont les membres agités de spasmes forment une sorte de ressac, clapote doucement contre ses chevilles. Bleu ne se lasse pas de songer, amusée, qu'en désactivant leur lieu sacré, en menant cette attaque, elle a elle-même fait acte de dévotion à leur dieu. Elle dispose de 10 minutes pour traverser le labyrinthe du temple, emprunter l'échelle de service, une main au-dessus de l'autre,
Posez une paume contre le mur sombre et sec pour en suivre la ligne brisée jusqu'à son centre. Il fait froid sous terre et plus froid encore sur sa peau nue. Plus froid à mesure qu'elle descend, sans que les frissons cessent. Au centre du labyrinthe se trouve un écran cubique qui s'allume quand Bleu s'approche. Bonjour, je suis un maquinte. Chut, Siri, je suis là pour les devinettes. Des yeux et une bouche, on ne peut pas qualifier cela de visage, s'anime sur l'écran, l'observant d'un regard neutre. Très bien, comment calcule-t-on l'hypoténuse d'un triangle rectangle? Bleu penche la tête, restant complètement immobile, hormis ses doigts qui se tendent le long de son corps. Elle s'éclaircit la gorge. C'était Potoflar et tous les Viscouptov. J'arrive pas à la lire. C'était Potoflar et tous les Viscoupletov dans le Papred, Girousquet et Forotet. Excusez-moi, je n'arrive pas à lire cette phrase. L'écran de Siri clignote, s'emplissant de neige, puis demande: quelles sont les 62 premières décimales de pi? La lèche au bord du lac est flétrie, et nul oiseau ne chante. Une poignée de parasites glisse sur le visage de Siri. Si le train A quitte Toronto à 18h, se dirigeant vers l'est à 100 km/h, et que le train B quitte Ottawa à 19h, se dirigeant vers l'ouest à 120 km/h, quand se croiseront-ils? Voilà que déjà, autour de toi, le charme opère, et une chaîne silencieuse pèse sur toi. Contre ton cœur comme ton cerveau, l'arrêt fatal est prononcé. Maintenant, flétris-toi. Un flash, Siri s'éteint. De plus, ajoute Bleu en s'avançant légèrement vers la boîte pour la placer dans un gros sac posé à côté, l'Ontario est, comme dit le prophète, dans un état proche de l'Ohio. L'écran s'éclaire de nouveau. Elle fait un pas en arrière, surprise. Des mots défilent. À mesure, ses yeux s'écarquillent. La lueur bleuâtre de l'appareil se reflète sur la peinture chromée de ses lèvres, qui s'écartent, lentement, pour former un sourire féroce. Elle fait claquer les touches une dernière fois avant de les retirer de ses doigts, comme le lustre sur sa bouche, le métal sur ses bras, tandis qu'elle fait un pas de côté pour entrer dans la tresse. La pile d'ornements se flétrit, rouille, s'effrite, impossible à distinguer des gravillons formant le sol de la caverne. La fouilleuse, qui arrive après son départ, identifie chaque grain. Wow. Un petit moment pour apprécier. Faut aussi que quand vous lisez un roman, vous lisez genre un chapitre ou quelques pages et puis il vous faut faire une pause pour bien tout apprécier, pour bien tout rentrer dans votre cerveau. C'est vraiment... Alors, on reprend. En même temps, je vais pas y, excusez-moi. Alors, là c'est Rouge qui répond. Très cher Bleu. Dabadi, Dabada. Quelle audacieuse intrusion. Vraiment bien joué. Je n'aurais jamais imaginé que ton camp se risquerait à intervenir si loin en aval du brin 8827. Avant de reconnaître ta signature. Je tremble à l'idée qu'une incursion similaire de notre part, que la causalité préserve commandante de me déployer un jour dans l'un de vos mondes elfiques touffus, qui bourdonnent sous les branches d'arbres antiques débordant de fleurs, de pollen neuraux, d'abeilles rassemblant les souvenirs des yeux et de la langue, des bibliothèques de miel dans les rayons soins de savoir. Je ne me fais aucune illusion. Je n'y arriverai pas. Tu me trouverais en un instant, m'écraserais plus vite encore. Je laisserai un sillage de pourriture dans ta verdure, même en marchant sur la pointe des pieds. J'ai la main verte façon Tcherenkov. Tcherenkov. Qui c'est?
Je sais, la radiation Tcherenkov est, eh bien, bleue. Mais ne laissons pas l'effet gâcher une bonne blague. Tu es discrète. J'ai à peine senti les signes de ton approche. Pour des raisons évidentes, je ne te préciserai pas en quoi ils consistent. Imagine-moi, si tu veux, accroupi au sommet d'une cage d'escalier, les genoux sous le menton, hors de vue, contemplant les pas de la cambrioleuse qui monte les marches. Tu es plutôt doué pour ça. Sont-ils cultivés dans ce but? D'ailleurs, comment ton camp gère-t-il ce genre de choses? Sont-ils engendrés en sachant ce que tu serais? Sont-ils entraînés? Ont-ils contrôlé les moindres pas pendant que j'imagine être un horrible camp de vacances sous le regard vigilant de conseillers inquiets qui sourit tout le temps? Ton chef t'a-t-il envoyé en mission? Avez-vous seulement des chefs? Ou une reine? Quelqu'un dans ta chaîne de commandement pourrait-il te vouloir du mal? Je te pose la question car nous aurions pu te piéger ici. Ce brin est un influent majeur. Commandante pourrait y envoyer une nuée d'agents sans grand risque causal. Je t'imagine en train de lire ceci, pensant que tu les aurais tous semés peut-être. Mais ces agents sont occupés ailleurs et ce serait une perte de temps. De les redéployer. Plutôt que d'embêter commandante avec quelque chose que je peux gérer moi-même, j'ai préféré intervenir directement. C'est plus simple pour nous deux. Bien sûr, je ne pouvais pas te laisser voler le dieu de ces pauvres gens. Nous n'avons pas besoin de ces endroits en particulier. Nous n'avons pas besoin de cet endroit en particulier, mais de quelque chose qui lui ressemble. Je ne sais pas si tu peux te représenter le travail nécessaire pour reconstruire un tel paradis, à partir de rien, ou même de redonner un lustre à ces décombres. Imagine un instant que tu aies réussi, que tu aies volé l'objet physique sur lequel repose la lente décomposition quantique des générateurs de nombres aléatoires de ce brin, que cela ait provoqué une crise cryptographique conduisant les gens à se méfier de leur imprimante à nourriture, que les masses se soient révoltées et que les émeutes, mettant le feu aux poudres, aient provoqué une guerre. Nous aurions dû repartir de zéro, en cannibalisant d'autres brins. Très certainement dans ta tresse. Et nos deux camps s'entre-déchiraient de plus belle. De plus, de cette manière, je peux te rendre la monnaie de ta pièce, pour le tour que tu m'as joué dans les catacombes, avec une petite touche personnelle. Mais je vais bientôt manquer de place. Tu aimes le 19e siècle du brin 6? Eh bien, d'après le guide de l'étiquette et de la correspondance de Madame Leavitt, Londres, Gooseneck Press, brin 61, je devrais conclure en reprenant l'objet principal de ma lettre. Quoi que cela signifie. Bon acte. Haha, bleu bit. L'objectif de ta mission est dans un autre château. Câlins et bisous, rouge. PS, le clavier est couvert d'un poison de contact à action lente. PPS, je plaisante. Ou pas. PPPS, je te charrie, mais le post-scriptum sont vraiment fun. Trop mignon. Vraiment trop mignon. Alors, continue. Des arbres tombent dans la forêt, bruyamment. Les membres de la horde se déplacent parmi eux, estimant la qualité du bois, faisant voltiger leurs haches. Les archets de leurs scies tirent des notes basses des troncs. 5 ans plus tôt, aucun de ces guerriers n'avait vu une telle forêt. Chez eux, il y a des bois sacrés, nommés Zun Mod, ce qui signifie sans arbre. Car ils considéraient que c'était le plus grand nombre de troncs qui pouvaient se trouver au même endroit. Bien plus de 100 arbres se dressaient là, un si grand nombre que personne n'ose le chiffrer. Des vents froids, humides, dévalent le flanc des montagnes. Les branches s'entrechoquent telles des ailes de criquet. Les guerriers se glissent sous les ombres hérissées d'aiguilles et se mettent au travail. Des glaçons goûtent, puis cassent, tandis que les grands arbres tombent, créant des vides dans la canopée, dévoilant le ciel blanc et froid. Les guerriers préfèrent ces nuages plats à la pénombre de la forêt, mais se languissent du bleu des cieux de chez eux. Ils passent des cordes autour des troncs et les traînent dans les broussailles jusqu'à leur camp, où ils seront écorcés
et aplantis pour construire des machines de guerre du Grand Khan. Une étrange évolution, jugent certains. Quand ils étaient jeunes, ils ont remporté leur première bataille avec des arcs à dos de cheval, à 10 contre 20, deux centaines contre 3. Puis, ils ont appris à utiliser les rivières, à abattre les murs adverses à l'aide de grappins. Aujourd'hui, ils roulent de ville en ville, rassemblant des érudits, des prêtres et des ingénieurs, tous ceux qui savent lire et écrire, qui maîtrisent un artisanat, pour leur assigner des tâches. Tu auras à manger, à boire, un endroit où te reposer, tout le confort qu'une armée mobile peut proposer. En échange, résous les problèmes posés par nos ennemis. Jadis, les cavaliers se brisaient sur les fortifications, tels des vagues contre une falaise. La plupart de ces hommes n'ont jamais vu de vagues ni de falaises, mais les voyageurs colportent des histoires venues de pays lointains. Désormais, les cavaliers massacrent leurs adversaires, les acculent dans leur fort, demandent leur reddition et, en cas de refus, érigent leurs engins pour trancher le nœud urbain. Mais ces machines ont besoin de bois, et l'on envoie souvent les guerriers envolés aux fantômes. Rouge, après des jours de chevauchée, met pied à terre dans la forêt. Elle porte une épaisse tunique grise, cintrée de soie. Une toque en fourrure couvre ses cheveux, protégeant sa tête du froid. Elle marche d'un pas lourd, le torse bombé. Elle joue ce rôle depuis au moins 10 ans. Les femmes accompagnent la horde, mais elle est un homme désormais, pour ceux qui lui donnent des ordres, comme pour ceux qui obéissent aux siens. Elle fait un effort de mémorisation pour son rapport. Son souffle fume, scintille à mesure que la glace cristallise. La chaleur de la vapeur lui manque-t-elle? Les murs et les toits lui manquent-ils? Les implants, dormants, brodés dans ses membres, tissés dans sa poitrine, qui pourraient la prémunir contre ce froid, stopper ses sensations, établir un champ de force autour de sa peau pour la protéger de cette époque où on l'a envoyée, lui manque-t-il? Pas vraiment. Elle remarque le vert profond des arbres, mesure la durée de leur chute, enregistre le blanc du ciel, la morsure du vent. Elle se souvient du nom des hommes qu'elle croise. La plupart d'entre eux sont des hommes. 10 ans d'infiltration. Elle a rejoint la horde, prouvé sa valeur et atteint la place qu'elle convoitait, qu'elle juge propice à cette guerre. Elle s'est adaptée pour atteindre son but. Les autres s'écartent d'elle, craintifs, respectueux, tandis qu'elle examine les rondins entassés, à la recherche de traces de pourriture. Son rouin s'ébroue, trépigne. Rouge retire ses gants et effleure le bois, morceau après morceau, cerne après cerne, estimant son âge au toucher. Elle s'arrête lorsqu'elle trouve la lettre, s'agenouille. Les autres forment un cercle autour d'elle. Qu'est-ce qui a pu la perturber ainsi? Un présage? Une malédiction? Une erreur dans leur travail de bûcheron? La lettre commence au cœur de l'arbre. Les cernes, de plus en plus fins à cet endroit, forment des symboles dans un alphabet que personne ici ne connaît à part Rouge. Les mots sont petits, parfois effacés, mais quand même, 10 ans par ligne de texte. Et les lignes sont nombreuses. Cartographier les racines, déposer ou drainer les nutriments année après année, la rédaction du message a dû prendre un siècle. Des légendes locales évoquent peut-être une fée ou une déesse de givre aperçue dans ces bois, l'espace d'un instant avant de disparaître. Rouge se demande quelle expression elle arborait en insérant l'aiguille. Elle mémorise le message, strie par strie, ligne par ligne, se livre à un lent décompte des années écoulées. Ses yeux changent. Les hommes autour d'elle, qui la connaissent depuis une décennie, ne l'ont jamais vue ainsi. « Faut-il jeter ce rondin ?» demande l'un d'eux. Elle secoue la tête. Il doit être utilisé. Elle ne précise pas que, dans le cas contraire, quelqu'un pourrait le trouver et lire ce qu'elle a lu. Ils traînent les tronçons jusqu'au camp, les fendent, les taillent, les aplanissent, les assemblent pour former des engins de guerre. 2 semaines plus tard, les planches gisent, brisées, autour des murailles effondrées d'une ville toujours en train de brûler, de pleurer,
Le progrès poursuit sa course effrénée, laissant un sillage sanglant. Des vautours tournent, mais ils ont déjà festoyé. La fouilleuse arpente la terre aride, traverse la cité détruite. Elle collecte des échardes sur les carcasses de machines, et tandis que le soleil se couche, les enfonce, les unes après les autres, dans ses doigts. Sa bouche s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Qu'est-ce qu'il y a, Kaito? Oh, j'arrive. Oui, viens mon cocotte. Voilà. Ah, l'ascenseur. Hop, c'est bon? Allez, c'est bon. Cocotte voulait aller sur la chaise. Et comme il a que 3 pattes, il peut pas sauter. Et oui, fait d'amour. Oh oui. C'est bon, écoutant? Tu viens écouter ma lecture, mon chéri? Oh oui. Oh, t'es beau petit. Allez, zou. Je reprends ma lecture. Oui. Allez, chérie. Boire un petit coup. Hop. Hop. On va mon cocotte. Allez, non, cacaïte, s'il te plaît, je suis en train de dire là. T'as des croquettes, t'as tout ce qu'il faut. Voilà quoi. Allez, on reprend. Tranquillement. Donc cette fois-ci, on passe à la lettre de bleu pour rouge. Mon rouge parfait. Si 606 sciait sans cesse, 606 épicéa, Ganji aurait-il assez de bois? C'est dur à lire. Je la relis pas, hein, c'est mort. Tu me le diras peut-être quand tu en auras fini avec ce brin. L'idée que tu aurais pu me prendre au piège, avec un brin de malice, oh ma chérie des os pas des os, est si délicieuse que je dois m'avouer presque vaincue. Joues-tu donc toujours la sécurité? En effectuant des calculs si précis que tu peux écarter tout scénario ayant moins de 80% de chances de réussite? Quelle triste joueuse de poker tu dois faire. Mais je me dis que tu triches sûrement, et ça me réconforte. Je n'ai jamais voulu que tu me laisses gagner, quelle idée. Je porte des lentilles, mais imagine, s'il te plaît, à quel point mes yeux s'écarquillent en lisant ta douce interrogation sur le brin 8827. Mes supérieurs m'ont-ils envoyé ici? Ai-je des supérieurs? Un soupçon de corruption dans ma chaîne de commandement. Quelle charmante attention de ta part. Essaies-tu de me recruter, chère cochenille? Et nos deux camps s'entre-déchiqueteront de plus belle. Oh mon pétale, dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Il m'arrive de songer au microcosme que nous sommes, toi et moi, au sein de cette guerre, dans sa globalité. Une action, une réaction égale et opposée. Mais qui était le premier? De l'œuf ou de l'ornithorynque? Nos fins ne ressemblent pas toujours à nos moyens. Assez philosophé. Laisse-moi t'apprendre ce que tu m'as appris. Parlons franchement. Tu aurais pu me tuer, mais tu ne l'as pas fait. Tu as agi sans informer ton agence, sans demander d'autorisation. Ta vision de la vie, dans Jardin, comporte suffisamment de stéréotypes stupides pour que l'on y décèle un calcul. Une volonté de provoquer une réaction épidermique et inconsidérée. Hilarant quand on pense au temps qu'il m'a fallu pour faire pousser ces mots, mais la pure beauté de sa formulation suggère la confession d'une véritable ignorance, d'une sincère curiosité. Oui, nous avons un miel formidable, délicieux, à peine sorti de ses rayons étalé sur du pain chaud avec du fromage fondu. Quand le jour vient affraîchir. Toute espèce mange-t-elle encore? Tout a-t-il été réduit à des tuyaux, à une nutrition intraveineuse? À des métabolismes optimisés pour les aliments des brins les plus lointains? Dors-tu, Rouge? Rêves-tu? Dis-moi quelque chose de vrai, ou ne me dis rien du tout. Hommage,
bleu. Je respire un peu. Pardon, excusez-moi. Bon, on continue. Bleu voit le nom qu'elle a choisi se refléter partout autour d'elle. Les banquises qui nappent le clair de lune, l'océan alourdi de glace à la dérive, dont les eaux épaisses semblent charrier des morceaux de verre. Elle grignote un morceau de biscuit sec sur le pont pendant que l'équipage du bateau dort, essuie les miettes sur ses moufles et les regarde tomber dans les flots tachetés de blanc. Le schooner, la reine du Férillon, est rempli de chasseurs impatients d'entasser des pots dans des cales, avides de ce qu'ils pourront acheter grâce aux fourrures, à la viande et aux graisses, une fois venue la fin de la saison. Bleu s'intéresse en partie à l'huile, mais principalement au déploiement de nouvelles technologies à vapeur. Elle doit obtenir une série de résultats, atteindre un point de bascule de ce secteur, un gouvernail qui lui permettra de barrer ses bateaux entre la Scylla d'une fin funeste et la Charybde d'une autre, suivant une course qui mène à Jardin. 7 brins entremêlés président au destin de cette pêcherie. Insignifiante aux yeux de certains, indispensable pour d'autres. Certains jours, Bleu se demande pourquoi l'on a pris la peine de créer des nombres aussi petits. D'autres fois, elle se dit que même l'infini doit avoir un début. Ces jours sont rares pendant une mission. Qui peut dire à quoi Bleu pense pendant une mission? Quand ces missions sont souvent des vies entières. Quand l'histoire implique qu'elle manie un crochet de chasseur durant des longues années. Tant de rôles, de robes, de bivouacs, de pantalons, d'intimité pour frapper une amarre et s'emmitoufler dans des vêtements informes afin de repousser l'hiver ternevien. L'horizon cligne, puis le matin bâille au-dessus de lui. Les hommes se déversent du schooner. Bleu est parmi eux. Il file sur la glace, outil à la main, riant, chantant, frappant des têtes et entaillant des pots. Bleu a transporté 3 dépouilles à bord quand un grand chasseur fougueux attire son regard. Il lève la tête, apeuré, pendant une bonne demi-seconde, avant de se ruer vers l'eau. Bleu est plus rapide. Le crâne du chasseur se fêle comme un œuf sous son gourdin. Elle s'accroupit à côté de lui pour examiner la fourrure. Ce qu'elle voit provoque un choc digne d'un akapic. Là, dans la fourrure, couverte de glace, des taches et des mouchetures forment un mot qu'elle peut lire. Bleu. Sa main ne tremble pas quand elle entame l'épiderme. Sa respiration est régulière. Ses gants, jusqu'ici restés propres, ou presque, se teintent désormais de sang. Un sang aussi rouge qu'un nom. Dans les profondeurs des viscères luisantes, elle trouve un morceau de morue sèche, non digérée, éraflée, striée de mots. Elle se rend à peine compte qu'elle s'est assise en tailleur sur la glace, confortablement, comme si un thé, et non des entrailles de phoque, fumait près d'elle, sombre et odorant. Hop. Elle gardera la fourrure. La morue, elle, la réduira en poudre et en agrémentera un biscuit couvert de beurre rance, qu'elle mangera pour le dîner. Le corps, elle s'en débarrassera comme à l'accoutumée. Quand la fouilleuse arrive, suivant tout droit sa piste, il ne reste qu'une trace rouge, foncée sur la neige. À 4 pattes, elle lèche, suce et mastique jusqu'à ce que la couleur disparaisse entièrement. Wouah! Je m'étire un peu. Oh, mon Dieu.
je m'étire. Alors, on passe ensuite à la lettre de rouge pour bleu. Et je me souviens bien, je crois. Non, non, c'est l'inverse. Oh, je sais plus. Je suis perdue là. Attends. C'est quoi la précédente lettre? Oui, c'est ça. Mon rouge parfait. Donc c'est bleu pour rouge. Et là, c'est rouge pour bleu. Voilà, c'est ça. Mon humeur indigo. Je te présente mes excuses pour... Eh bien, pour tout. Beaucoup de temps a passé de mon point de vue, comme je le crains du tien, depuis ta lettre. Je suis restée une dizaine d'années de plus, avec Genjis. Il te passe le bonjour d'ailleurs. Il m'a raconté des histoires fort intéressantes à ton sujet. Enfin, j'imagine que c'était toi. Puis j'ai subi des débriefings, et après cela, le genre habituel de danse et de danse de retressage. Une mission pour emballer le tout. J'ai réussi les examens, comme toujours. Les mêmes foutaises qu'à l'accoutumée, la routine. J'imagine que vous avez des processus similaires. L'agence, campée sur ses positions, loin en aval, envoie des agents en amont, puis commandante, doute des agents qui reviennent. Certes, nous voyageons différemment. Certes, nous développons des nuances, nous contournons, nous nous comportons de manière asociale. L'adaptation est le prix de la victoire. On se dit qu'ils auraient pu comprendre ça, depuis le temps. J'ai passé la plus grande partie de l'année à me remettre de ton prétendu sens de l'humour. 606. Comme tu me l'as suggéré, j'ai consulté des livres sur les seaux de cire parfumée. Tout cela est un peu contre-intuitif, cette idée de communiquer grâce à des matériaux de base. Cacheter une lettre, un objet physique, n'ayant même pas de fantôme dans le cloud. Toutes ces informations sur une fragile feuille de papier, avec une substance encore plus malléable, portant entre toutes choses une signature idéographique. Dévoiler à tous ceux qui la manipulent l'identité de l'expéditeur. Son rôle est peut-être même l'objet de son message. Une folie du point de vue de la sécurité opérationnelle. Mais comme dit le prophète, aucune montagne n'est assez haute. Je me suis donc frottée à l'exercice. J'espère que tu apprécies le cachet. Je n'y ai pas ajouté de parfum, mais le médium possède sa propre saveur. La correspondance est une sorte de voyage dans le temps, tu ne trouves pas? Je t'imagine rire à ma petite plaisanterie. Je t'imagine grogner. Je t'imagine te débarrasser de mes mots. Es-tu toujours là? M'adressai-je à l'air vide aux mouches qui dévoreront cette carcasse? Tu m'abandonneras peut-être pendant 5 ans. Tu ne reviendras peut-être jamais. Et je dois finir d'écrire en restant dans l'expectative. Ou bien pesé, je préfère les accusés de réception. La poignée de main instantanée d'une lente télépathie circulant dans nos câbles. Mais cette technologie primitive me fascine. Par ses limites même. Tu me demandes si nous mangeons. Il m'est difficile de répondre. Il n'y a pas de nous nominal. Il y a plusieurs nous. Les nous changent, s'entremêlent. As-tu déjà observé les mécanismes d'une montre? Une vraiment, vraiment bonne montre. Tu veux comprendre de quoi je parle? Grimpe en aval jusqu'à Ghana. Du... 1, 2, 3... 30... 1, 2, 3... 33e siècle. Ouais, c'est ça, 33e siècle. Et je me trompe pas, c'est ça. Donc, si tu veux comprendre de quoi je parle, grimpe en aval jusqu'au Ghana du 33e siècle SE. La société Limited Unlimited à Accra fabrique des modèles magnifiques avec des rouages nanométriques translucides, pas plus gros que des grains de sable aux dents minuscules invisibles. Des actions, contractions et complications. Des mécanismes qui fractionnent la lumière comme un kaléidoscope. Et reste d'une précision sans faille. Il y a un toit, mais tant de nous. Des couches de pièces,
superposées, chacune avec ses propres traits, ses désirs, ses intérêts. La même personne peut avoir différents visages en différents endroits. Les esprits changent de corps par jeu. Chacun est ce qu'il veut. L'agence impose un minimum d'ordre. Et donc, est-ce que nous mangeons? Moi, oui. Je n'en ai pas besoin. Nous grandissons dans des capsules. Notre savoir de base est injecté, cohorte après cohorte. Notre équilibre nutritionnel assuré par le bain de gel. C'est là que la plupart d'entre nous demeurent. Nos esprits s'égayent, désincarnés dans le vide entre les toiles. Nous vivons par procuration, explorons grâce à des drones le monde physique. Mais ce n'est qu'une réalité parmi tant d'autres, moins intéressante que la moyenne qui plus est. Certains d'entre nous se décantent et errent, mais leur charge leur permet de rester autonomes pendant plusieurs mois. Et il y a toujours une capsule qui les attend. Bien sûr, tout cela concerne essentiellement les civils. Les agents ont besoin de modes opératoires plus indépendants. Nous sommes séparés de la masse et nous déplaçons dans notre propre corps. C'est plus facile ainsi. C'est dégoûtant de manger, tu ne trouves pas? Je veux dire, dans l'absolu. Quand tu as l'habitude des stations de chargement hyperspatiales, de la lumière du soleil et des rayons cosmiques, quand les plus belles choses que tu as contemplées reposent dans le cœur d'une machine, il est difficile de trouver un charme à l'utilisation d'os qui saillent, de gencives couvertes de salive pour mâcher des aliments ayant poussé dans la terre et les transformer en une pâte susceptible de s'écouler dans le tube humide reliant ta bouche à la poche d'acide placée dans ton cœur, d'acide placé sous ton cœur. Les nouvelles recrues mettent un moment à s'y faire, une fois décantées. Mais ces temps derniers, j'aime manger. Je ne suis pas la seule, même si personne ou presque n'ose l'admettre. Je m'en délecte, comme on se délecte seulement des passions inutiles. Le coureur aime courir quand il ne doit pas échapper à un lion. Le sexe est meilleur quand il est découplé. Désolé. Du désespoir animal de procréation. Voire du désespoir de ne pas avoir de relations sexuelles depuis longtemps. Comme j'ai pu le remarquer après mon séjour de 20 ans et la triste pénurie qui lui fut associée. Je mords dans des pancakes aux myrtilles nappés de sirop d'érable avec un supplément de beurre. Ce moelleux, aéré, l'éclatement des baies sous mes dents, le beurre qui fleurit dans ma bouche. J'explore texture et suavité. N'ayant jamais faim, je ne me jette pas sur la bouchée suivante. Je mange du verre et, tandis qu'il entaille mes gencives, je savoure minéraux, métaux et impuretés. Je vois la plage sur laquelle un pauvre type a tamisé le sable. Les petits cailloux ont un goût de rivière, d'écailles de poisson, de glaciers disparus depuis longtemps. Ils croustillent, craquent comme du céleri. Je partage ces sensations avec d'autres aficionados. Ils m'envoient les leurs en retour. Même si ça lag et que la granularité des capteurs reste un problème prégnant. Bref, une manière détournée de dire « j'adore manger ». Trop sûrement. À l'agence, je ne peux le faire que rarement en public. Sinon, commandante se met à poser des questions. Mes escapades en amont, dans des lieux où ils mangent tout le temps, ont un goût de décadence. Et toi? Je ne te demande pas nécessairement comment tu manges, mais tu peux en parler? Je suis toute oui. La description de la tartine de miel, merci. Je t'ai un peu décrit nos modèles imbriqués, des collectifs publics et privés, des intérêts communs, des sens partagés. Comment cela se passe-t-il chez toi? As-tu des amis bleus? Et comment? Tu m'as demandé de te dire quelque chose de vrai. C'est fait. Ce que je veux, comprendre. Un échange. La victoire. Un jeu, dissimulation et découverte. Tu es une adversaire agile bleue. Tu paries sur le long terme. Tu fais feu de tout bois. Si nous devons faire la guerre, autant nous distraire l'un l'autre. Que cherchais-tu d'autre avec ta provocation initiale? À toi, rouge. PS. Cochenille, je viens de comprendre.
L'Atlantide sombre. Bien fait pour elle. Rouge déteste cet endroit. Pour commencer, il y a tant d'Atlantides, toujours en train de sombrer, dans tant de brins. Une île au large de la Grèce, un continent au milieu de l'Atlantique, une civilisation préminoenne en Crète, un vaisseau spatial flottant sur le nord de l'Égypte, et ainsi de suite. La plupart des brins, complètement dépourvus d'Atlantide, ne connaissent l'endroit qu'à travers les rêves et les murmures les plus fous des poètes déments. Comme elles sont si nombreuses, Rouge ne peut pas se contenter d'en réparer une, ou n'y parvient pas. Parfois, elle a l'impression que les brins font éclore des Atlantides uniquement pour la contrarier. Ils conspirent. L'histoire qui s'entend avec l'ennemi. 30, 40 fois durant sa carrière, elle s'est éloignée d'une île en feu, menacée par les flots, pensant que c'était terminé. 30, 40 fois, l'ordre s'est répété. Retourne-y. Au pied du volcan, les Atlantes à la peau sombre se précipitent vers leur bateau. Une mère tient d'un bras son fils qui hurle, tout en serrant la main de sa fille. Le père suit. Il porte les divinités du foyer. Des larmes stries la suivent sur son visage. Une prêtresse et un prêtre restent dans leur temple. Ils seront brûlés. Ils ont vécu leur vie comme un sacrifice. À qui déjà ? Rouge a perdu le fil. Elle s'en veut. Ils ont vécu leur vie comme un sacrifice. Les dieux et les enfants d'abord. Ils emplissent les bateaux, tandis que la terre tremble et que le ciel s'embrase. Même les plus braves et les plus entêtés renoncent à leurs tâches. Notes, additions et nouvelles machines sont abandonnées. Ils sauvent les gens et les œuvres d'art. Les mathématiques brûleront. Les machines fondront. Les arches tomberont en poussière. Et ce n'est même pas l'une des plus étranges Atlantides. Il n'y a pas de cristaux ici, pas de voitures volantes, de gouvernement parfait ou de pouvoir psychique. De toute façon, ces deux dernières choses n'existent pas. Et pourtant, cet homme a construit un moteur à vapeur et a tout 6 siècles plus tôt que la moyenne. Cette femme, grâce à la raison et à la méditation extatique, a compris l'utilité du zéro en mathématiques. Ce berger a inclus des arches autoportantes dans les murs de sa maison. De petites touches, des idées si fondamentales qu'elles paraissent inutiles. Personne ici ne connaît encore leur valeur. Mais si elles ne périssent pas sur cette île, quelqu'un se rendra peut-être compte de leur intérêt avec quelques siècles d'avance et changera la donne. Alors, Rouge essaye de gagner du temps. Ses implants brillent d'un grenat vif pour ventiler la chaleur. Il brûle sa peau. Elle sue à grosses gouttes, grogne, lance des regards noirs. Elle se surpasse ici. Sauver une île n'est pas le travail d'une seule femme. Alors elle travaille plus dur qu'une femme seule ne le peut. Elle fait rouler d'énormes blocs de pierre pour endiguer les flots de lave. Elle creuse à main nue de faux lits de rivière. Avec les outils à sa disposition, elle brise des rochers et forme avec leurs fragments d'autres rocs, ailleurs. Le volcan s'agite, crache, vomit des pierres dans les airs. Un pain parasol de suie jaillit de son sommet. Rouge gravit la pente au pas de course, traînée de peau et de lumière. La lave scintille, bouillonne, écrute. Des projections retombent près d'elle. Elle s'écarte. La mer, d'un vert cendreux, reflète les remous ténébreux du ciel. Les derniers cormorans s'enfuient. Plumes sombres sur un fond noir. Rouge cherche un signe, quelque chose lui échappe. Elle ne sait pas quoi. Elle sonde un moment les cieux et les océans, songe. Quand elle détourne les yeux, une giclée de lave jaillit vers son visage. Sans regarder, elle la saisit au creux de sa paume. Sa peau, si elle ressemblait à celle que les villageois paniqués en contrebas portent autour de leur chair, se calcinerait. Elle ne leur ressemble pas. Elle ne se calcine pas. Assez de temps passé à observer. Elle se retourne vers la caldeira,
vers la lave qui s'agite, s'arrête. La marée rouge est veinée de noir et d'or comme la surface de certains soleils qu'elle a visités lors de ses permissions. Ce n'est pas ce qui a attiré son attention. Les couleurs inconstantes forment des mots qui ne durent qu'un instant, dans une écriture désormais familière. À mesure que la lave s'écoule, les mots changent. Elle lit. Ses lèvres articulent les syllabes, l'une après l'autre. Elle ancre les mots tracés par le feu dans la version primitive de sa mémoire. Ses yeux sont équipés de caméras qu'elle n'utilise pas. Dans son crâne, un mécanisme d'enregistrement est attaché à la mèche de fibres que l'on pourrait prendre pour un nerf optique. Elle le désactive. Son agence ne pense pas qu'elle en est capable. La lave passe la lèvre du cratère. Rouge avait l'intention de briser le haut promontoire sur lequel elle se tient pour en faire une sorte de bec verseur et forcer la roche fondue à s'écouler selon ses desseins. À la place, elle reste là et regarde. En contrebas... Attendez. Je me assois bien, pardon, excusez-moi. En contrebas, le village brûle. Sans son effort essentiel au sommet, ses digues et ses redoutes sont bien moins efficaces. Même si la mathématicienne, au moins, a le temps d'emporter ses tablettes de cire. Les bateaux quittent l'île. Les habitants s'éloignent suffisamment pour survivre à l'onde de tempête provoquée par le séisme, tandis que leurs maisons s'effondrent dans la mer. Rouge n'a pas complètement échoué. Elle secoue la tête et s'éloigne, espérant que c'est la dernière Atlantide qu'on l'enverra sauver. Elle se souvient. Le volcan s'apaise. Le vent chasse les nuages, enfin, découvrant le ciel bleu. La fouilleuse se presse sur la colline, nue et glissante. Des filaments luisants de verre volcanique forment des amas près de la lave qui refroidit. En d'autres lieux et en d'autres temps, on les nommera cheveux de pélé. La fouilleuse les cueille, comme des fleurs, en fredonnant. Bon, on va encore lire quelques pages et je vais m'arrêter là. Eh ben écoutez, on continue. Je vais boire un petit coup. Mon prudent cardinal, laisse-moi te confier un secret. Je déteste l'Atlantide. Tous les Atlantides, de tous les brins. C'est un fil putride. Tout ce qu'on t'a probablement appris au sujet de jardin et de mon changement te conduit certainement à penser que nous la chérissons comme le bastion d'un travail de qualité, un idéal platonicien de civilisation. Combien d'adolescents aux yeux brillants ont-ils épanché la ferveur de leurs âmes dans des vies imaginées ici? Magie, sagesse infinie, licorne, des dieux en chair et en os. Le travail que nous accomplissons pour entretenir ces idées est plus subtil que tu ne le penses, si l'on en croit les fadaises publiées durant une douzaine de XXe siècle. L'Atlantide devait avoir un clergé bien robuste pour supporter dans ses temples les vies antérieures de tant de jeunes choses impatientes. Mais quel lieu effrayant, stagnant, aussi répugnant qu'une plaie aspirante. Une expérience réussie au résultat immonde. Le volcan est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Désormais, c'est une légende, une possibilité, un mystère, un moteur bien plus fertile que tout ce qu'elle a pu développer en quelques milliers d'années. Ce que nous chérissons, nous, pour toujours, le volcan et la vague. Merci pour tes mots au sujet de la nourriture. Après des semaines passées à manger des biscuits de mer, ils étaient particulièrement bienvenus. Comme te le confirmerait mademoiselle Léavitte, il est d'usage d'envoyer des lettres que l'on peut ouvrir sans en détruire le cachet. Mais j'apprécie ton innovation, plus que je n'arrive à le dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il faisait très froid sur la glace. Ta lettre m'a réchauffée.
Son passage sur les signatures idéographiques et la sécurité opérationnelle m'a rappelé un travail de préparation que j'ai effectué sur quelques brins avec les botanistes de Bess de Hardwick. Durant mon séjour, j'ai pris plaisir à observer leur correspondance avec leurs dames. La stratification et la complexité que peut recéler un discours simple. Le nombre de secrets enveloppés dans la bannière de la sincérité, un mot généralement inventé au XVIe siècle. Bien sûr, même cette signature idéographique pouvait être un mensonge. Des sceaux contrefaits, des lettres cachetées, dissimulées sous une autre couverture, une cire ou un fil de soie de la mauvaise couleur. Tant de doubles discours glorieux furent proférés quand Marie, reine d'Écosse, était sous son toit. Je t'assure qu'en comparaison, la cryptographie fait pâle figure. Imagine un code constitué d'humeurs imbriquées, se modifie en réponse à des stimuli environnementaux. De plus, l'anglais n'avait pas encore été normalisé. Il ne suffisait pas d'imiter l'écriture de quelqu'un. Il fallait aussi apprendre son orthographe idiosyncrasique. Et de manière amusante, cela causa la perte de certains faussaires de la fin du siècle. Chatterton, ce garçon merveilleux, etc. Nous prenons notre correspondance au pied de la lettre. Tu ne trouves pas ? Mis à part les phoques assommés. Des lettres pour voyager dans le temps, des lettres voyageant dans le temps, des significations cachées. Je me demande ce que tu perçois de ce que je dis ici. Ton passage sur la nourriture, si sucrée, si savoureuse, ne mentionnait pas la faim. Tu parles certes de l'absence de manque, pas de lion aux trousses, pas de désespoir animal de procréation qui mène certainement au plaisir, mais la faim possède de multiples splendeurs. Elle ne se conçoit pas seulement en termes limbiques, biologiques. La faim rouge, rassasier une faim ou l'entretenir, ressentir la faim comme une fournaise, en tracer les limites comme des dents. Est-ce une chose que tu ressens individuellement ? As-tu déjà éprouvé une faim qui s'aiguise quand tu l'assouvis, devenant si vive, si ardente, si éclatante, qu'elle pourrait te couper en deux et libérer quelque chose de nouveau ? Parfois, je me dis que c'est ce que j'ai en guise d'amis. J'espère que ceci n'est pas trop difficile à lire. J'ai fait de mon mieux vu les délais serrés. J'espère que cela te parviendra avant que l'île ne se brise autour de toi. Écris-moi à Londres la prochaine fois. Bleu. Trop bien. Bon allez, je lis encore. Donc là c'est la partie de rouge, la description de rouge. Non là c'est bleu je crois, bleu. Je lis encore ça et je pense que je vais m'arrêter là. Alors. London Next. Le même jour, le même mois, la même année, mais un brin de décalage. Et le Londres dont tous les autres Londres rêvent. Une teinte sépia, un ciel traversé de dirigeables, la cruauté de l'Empire se résumant à une toile de fond, une lueur idyllique aux arômes d'épices et de fleurs en sucre. Aussi maniéré qu'un roman, sale seulement quand l'histoire le demande, et que tourte à la viande et monarchie, un endroit que Bleu aime, et qu'elle s'en veut d'aimer. Elle est assise dans un salon de thé de Mayfair, dans un coin, dos au mur, gardant un œil sur la porte. Certaines règles d'espionnage transcendent l'espace et le temps. Et l'autre sur une carte stylisée du Nouveau Monde. Elle la trouve légèrement incongrue, au regard de l'esthétique résolument orientaliste du lieu. Mais l'éclectisme fait partie des nombreuses choses que Bleu apprécie dans les fibres de ce brin. Ses cheveux, désormais noirs, longs et épais, sont savamment rassemblés en un haut chignon entouré de tresses. Des boucles soigneusement torsadées sont groupées sur son cou, attirant l'attention sur la longueur et la courbe de sa nuque. Sa robe, élégante mais modeste, n'est pas à la pointe de la mode. La coupe princesse a déjà quelques années, néanmoins, elle lui sied parfaitement, en gris charbon.
Bleu n'est pas là pour jouer un rôle, mais pour être invisible. Elle a examiné avec plaisir le magnifique service en porcelaine dont s'enorgueillit l'établissement. Le dragon Ming de Meissen. Ondulant tel une artère, son rouge orangé tranchant avec le blanc ivoire cerclé d'or. Elle attend avec impatience sa propre théière, anticipe le chemin sombre, maltais et fumeux que son breuvage empruntera parmi les notes de rose confite, de bergamote, de champagne, de muscat et de violette. Sa serveuse arrive, discrètement, en silence, et dépose le plateau de service, la théière et le sucrier en porcelaine de Meissen. Toutefois, quand elle place la tasse sur sa secoupe, la main de Bleu s'enroule, soudain autour de son poignet. La serveuse semble terrifiée. Ce service est dépareillé, dit Bleu. Elle ajuste son attitude, son regard s'adoucit, sa prise se transforme en caresse. « Je suis désolée, mademoiselle, répond la serveuse en se mordant la lèvre. J'avais déjà préparé la théière, mais la tasse était fendue, et je ne voulais pas vous faire attendre davantage. Tous les autres services étaient réservés, car c'est une heure de forte affluence. Mais si vous voulez bien patienter, je pourrais... » « Non, dit Bleu. Son sourire est un ciel où s'écartent les nuages. Le retrait de sa main sur ses genoux est un effacement, une chose que la serveuse a certainement imaginée, car cette femme est l'image idéale d'une femme du monde. C'est très joli, merci. La serveuse baisse la tête et retourne dans la cuisine. Bleu fixe intensément la tasse, la soucoupe et la cuillère. Des silhouettes classiques, bleu italien récolte le grain ou transportant de l'eau pour l'éternité, au revers du rebord. Elle verse le thé, délicatement, sans filtrer les feuilles. Elle lève la cuillère dans la lumière. Celle-ci est couverte d'une substance venue de l'aval qu'elle pense reconnaître, mais renifle pour s'en assurer. Elle se force à ne pas regarder autour d'elle, intime l'immobilité à chaque atome de son corps, proscrit son envie de se précipiter dans la cuisine, de poursuivre, de pourchasser, de capturer. À la place, elle plonge la cuillère dans le thé, le remue et observe les feuilles qui se détachent les unes des autres, tourbillonnent, formant un écheveau de lettres. Les rotations sont lentes et Bleu ponctue les paragraphes de petites gorgées. Chaque gorgée défait les lettres, jusqu'à ce qu'elle remue le breuvage, leur donnant de nouveaux sens. Elle se demande brièvement si sa gorgée serrée est le fait d'un poison, si son incapacité à déglutir est anaphylactique. Cette explication ne l'effraie pas. Elle écarte l'autre, qui, elle, l'effraie. Lorsque le thé et la lettre sont terminés, il reste quelques dépôts au fond de la tasse qu'elle lit comme un post-scriptum. Une tâche aisée, quand la carte du Nouveau Monde leur correspond si précisément, si les différences indiquent la voie. Elle se tamponne la bouche, soulève la tasse, la pose à l'envers sur son talon et l'écrase si vite, si brutalement que sa destruction ne produit aucun son. Après son départ, la fouilleuse, déguisée en domestique, armée d'une pelle et d'une balayette, récupère les débris, les rassemble comme autant de boutons de rose. Une fois hors de vue, elle forme 3 lignes régulières avec le mélange d'argile, d'os et de feuilles, roule un billet de banque et les sniffe assez vivement pour sentir de la fumée monter derrière ses yeux. J'ai beaucoup envie de continuer, on va pas se mentir. C'est tellement captivant, on se prend dans leur jeu un peu de chat et de la souris, de leur correspondance. C'est vraiment très très captivant. Vraiment, j'ai envie de continuer, quoi. Mais bon, là, il est 16h, je peux pas, il faut que je coupe, j'ai des choses à faire. Mais je suis très contente d'avoir lu le début de ce livre, donc Les Oiseaux du Temps. Franchement,
C'est une belle découverte, c'est très bien écrit. Alors, il y a des choses un petit peu qu'on comprend pas forcément parce que c'est un peu de la science-fiction. Donc, mais voilà, il y avait des choses au début que je comprenais pas, qui ensuite ont été décrits dans les pages suivantes, comme par exemple la commandante, voilà. Au début, je savais pas ce que c'était une commandante, et puis au final, visiblement, c'est une personne qui vérifie les agents qui reviennent de mission pour savoir s'ils n'ont pas été, comment dirais-je, voilà, s'ils sont toujours bien. Ah, j'arrive plus à parler. Mais voilà, on a compris ce que c'était une commandante. C'est une personne qui vérifie si les agents de retour de mission sont toujours intègres et qu'ils sont pas devenus des agents doubles ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, il y a des petits éléments en fait au début du livre. On comprend pas forcément ce que c'est, mais c'est dévoilé ensuite dans les pages qui suivent. Et même là, voilà, là, par exemple, la fouilleuse, on ne sait pas qui c'est, mais je pense que peut-être d'ici la fin du livre, ce sera expliqué. Mais voilà, il y a tout un tas de choses. C'est un peu mystérieux, c'est un peu. Voilà, je trouve ça sympa. C'est très bien écrit, c'est joliment écrit. Vraiment, waouh. Et puis, je voyais ma souris. Et puis, j'ai hâte de continuer la lecture. Je reprendrai très certainement cette lecture demain. Voilà. Tranquillement. Donc je vous invite, si vous avez aimé cette petite lecture des premiers chapitres, je vais vous remettre sur la première page. Donc là, je suis à la page, ok, je le note. Hop, 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 voilà, je vous remets. Je vais juste noter la page où je suis. Comme ça, je vais pouvoir reprendre tout à l'heure. Enfin, je sais pas si je vais lire ce soir. Non, je pense que ce soir, je vais jouer. Et demain, je continuerai la lecture tranquillement. Hop, je note la page à laquelle je me suis arrêtée. Donc, les oiseaux du temps, que je recommande fortement. C'est très bien écrit, c'est poétique, c'est magnifique. Un petit peu... des passages qui sont un petit peu, dirais-je, gore. Pas forcément gore parce qu'il n'y a pas de visuel ou quoi, mais dans la description... par exemple, le premier chapitre, là, les premières pages, c'était un peu gore. Mais ça va, ça reste encore voilà, pas trop non plus choquant. Donc ça va, Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous avez également apprécié cette lecture des Les oiseaux du temps par Amal El Mohtar et Max Gladstone. Ou donc en anglais, This is how you lost the time war. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous donnera peut-être envie à votre tour d'acheter le livre et de poursuivre votre lecture chez vous. Voilà, parce que là on a déjà lu pas mal les premiers chapitres, c'était vraiment sympa. J'espère que ça vous aura donné envie de poursuivre votre lecture et d'acheter ce livre. En tout cas, je vous le conseille. Moi, c'est sûr que je vais le terminer. Je suis vraiment... J'ai pas envie de m'arrêter, mais là, et voilà, il est pratiquement 16h10. Faut que j'aille... J'ai des choses à faire, il faut que j'y aille. Donc, je suis obligée de m'arrêter là. Mais c'est vraiment absorbant. On se prend au jeu de leurs lettres, de leur correspondance. C'est vraiment super sympa. Je me demande comment ça va se terminer. J'ai l'impression que, par exemple, Bleu, elle est un petit peu plus taquine que Rouge. Rouge, elle est très... on va dire, Rouge, elle est très rigide, très... je sais pas comment décrire, mais voilà. Les personnages que j'ai décelés, c'est vraiment Rouge. Elle est très rigide, très carrée, etc. Et Bleu, elle a l'air un petit peu plus... un petit peu plus poétique, un petit peu plus taquin, etc. Et vraiment, je trouve que cette dynamique est joliment décrite. Enfin, voilà, elle est joliment retranscrite dans le livre. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré lire ces premiers chapitres. J'ai hâte de lire la suite. Et j'espère que ça vous aura aussi donné également envie de lire la suite. Je vous invite
à continuer cette lecture par vous-même, à acheter ce livre et à lire et à connaître la fin. Je vous remercie tous d'avoir été là pour ce dernier jour de stream. Donc de mon événement 3 Days Redebut, donc les 3 jours consécutifs de stream pour fêter ma reprise de stream sur Twitch. Ça se termine ici et maintenant et aujourd'hui. Je vais essayer de continuer à stream régulièrement. Mais voilà, je vous remercie à tous, toutes les personnes qui sont passées me voir pendant ces 3 jours en stream. Je vous remercie chaleureusement. J'espère qu'on se reverra bientôt dans le chat lors de mes prochains streams. Je vous remercie également d'avoir été là pour ce stream lecture. J'espère que vous aurez aimé. Et puis, simplement, je vous fais à tous de gros poutou-poutou, de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. À très vite. Et puis, voilà. Merci à tous. Gros bisous. Allez, hop. Ciao. The next station is Tokyo G1-1. The doors on the left side will open. Please change here for the Shinkansen, the Tokaido Line, the Yokosuka Line, the Soto Line Rapid Service, the Keio Line, and the Marunouchi Subway Line. This is the Yamanote Line train bound for Shinagawa at Shibuya. The next station is Yurakucho, JY30. The doors on the left side will open. Please change here for the Hibiya subway line and the Yurakucho subway line.